J'ai payé pour le premier tournoi de soccer de ma fille, réservé l'hôtel, acheté l'équipement de l'équipe et invité toute ma famille. Pas un seul parent ne s'est présenté ni n'a même envoyé de SMS. Une semaine plus tard, mon père a envoyé un message, voyage de ski en famille, $2300 par personne. Transfert aujourd'hui. Pas d'excuses, pas d'explication. J'ai envoyé $1, j'ai changé tous mes mots de passe et j'ai verrouillé tous les comptes auxquels ils avaient accès. 2 nuits plus tard, des gyrophares bleus clignotaient devant chez moi. Je m'appelle Derek. J'ai 38 ans. Et s'il y a une chose que j'ai apprise dans ma vie, c'est qu'être celui sur qui on peut compter ne vous apporte pas l'amour. Cela vous apporte une facture. Je suis comptable. Les chiffres sont nets. Ils ne mentent pas. Ils ne font pas semblant. Un grand livre est toujours à l'équilibre, même quand les gens ne le sont pas. C'est peut-être pour cela que j'ai choisi cette profession. J'avais besoin de quelque chose dans ma vie qui ait du sens parce que ma famille n'en a jamais eu. C'est moi qu'ils appellent quand le loyer manque, quand les traites de la voiture sont rejetées, quand quelqu'un a besoin d'un billet d'avion pour rentrer ou d'un dépôt de garantie ou d'un prêt de dernière minute qui, d'une manière ou d'une autre, n'est jamais remboursé. Ma sœur Amanda a fait ses études grâce à mes cartes de crédit. Mon frère Tyler a acheté sa première voiture avec l'argent que je lui ai viré le lendemain du jour où j'ai reçu mon remboursement d'impôts. Mes parents ont rénové leur cuisine il y a 3 ans, et je sais pertinemment que les comptoirs en granit provenaient de mon compte d'épargne, même s'ils ne m'ont jamais dit merci. Je ne vis pas dans un penthouse luxueux. Je loue un appartement de 2 chambres dans un quartier décent parce que j'ai une fille, Emma. Elle a 9 ans. C'est elle qui me pousse à me lever chaque matin et à faire semblant que la douleur dans ma poitrine n'existe pas. Sa mère est partie quand Emma avait 2 ans, disant qu'elle ne pouvait pas assumer toute cette vie de famille, et je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis. Alors, c'est juste Emma et moi, et j'ai passé les 7 dernières années à m'assurer qu'elle ne se sente jamais invisible comme je l'ai été en grandissant. Emma a commencé le soccer cette année. Elle est petite pour son âge, mais elle est rapide. Elle a cette détermination dans les yeux quand elle est sur le terrain, comme si elle prouvait quelque chose au monde. Et quand elle m'a dit que son équipe s'était qualifiée pour le tournoi d'État, j'ai vu quelque chose sur son visage que je n'avais jamais vu auparavant, de la fierté. Une vraie fierté. Elle rayonnait. Le tournoi se déroulait à 2 heures de route. C'était un événement de 3 jours, les matchs commençant le vendredi matin et se terminant le dimanche après-midi. Son entraîneur a envoyé un courriel à tous les parents avec les détails, recommandations d'hôtel, coût des uniformes, logistique de voyage, projet de dîner d'équipe. J'ai lu ce courriel 4 fois, calculant chaque dépense, passant en revue mon budget dans ma tête comme je le fais toujours. Le total s'élevait à $4200. Cela comprenait les chambres d'hôtel pour Emma et moi, de nouveaux uniformes pour toute l'équipe parce que l'entraîneur disait que cela aiderait pour le moral, l'essence, les repas et les frais d'inscription au tournoi que j'ai payés discrètement pour 2 autres familles qui étaient en difficulté. Je n'en ai parlé à personne. Je l'ai fait, c'est tout, parce que c'est ce que je fais. Mais voilà, je ne voulais pas seulement emmener Emma. Je voulais que ma famille soit là. Je voulais que mes parents voient leur petite fille jouer. Je voulais qu'Amanda et Tyler se déplacent pour une fois, qu'ils s'assoient dans les gradins et l'encouragent, qu'ils soient le genre de famille qui se soutient vraiment. Je voulais qu'Emma lève les yeux vers les tribunes et voie plus que moi seulement. J'ai donc envoyé un message groupé à tout le monde, mon père, ma mère, Amanda, Tyler, et même ma tante Linda, qui vit à 1 heure de là. Je leur ai parlé du tournoi. J'ai envoyé le calendrier. J'ai dit que je paierais l'hôtel s'ils voulaient partager une chambre, que je m'occuperais des repas, qu'ils n'avaient qu'à se présenter. La réponse de mon père est arrivée 1 heure plus tard, ça a l'air super, fiston. On sera là. Amanda a envoyé un emoji pouce levé. Tyler a répondu, je ne manquerai ça pour rien au monde. Ma mère a envoyé un long message disant à quel point elle était fière d'Emma, qu'elle avait hâte de la voir jouer, que c'était un moment si important. Je me suis assis sur mon canapé ce soir-là, fixant ces messages, ressentant quelque chose d'inhabituel, de l'espoir. Un espoir stupide et fragile. Emma était à l'étage dans sa chambre, s'entraînant à dribbler contre le mur, le bruit sourd de la balle résonnant dans l'appartement. Et je me suis dit, peut-être que cette fois il viendrait vraiment. Le tournoi était dans 2 semaines. J'ai fait nos bagages à l'avance. J'ai imprimé le calendrier et je l'ai scotché sur le frigo. J'ai acheté à Emma de nouveaux crampons, ceux avec des lacets jaunes vifs qu'elle fixait dans la vitrine du magasin depuis 1 mois.
Elle les a portés dans l'appartement pendant 3 jours d'affilée, même pour dormir. Et chaque soir, je vérifiais mon téléphone, attendant un message de confirmation, attendant que quelqu'un dise « on part vendredi matin » ou « on se voit là-bas ». Mais les messages ne sont jamais venus. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je me suis dit qu'ils allaient simplement arriver, qu'ils n'avaient pas besoin de confirmer puisqu'ils avaient déjà dit oui. Mais au fond de moi, dans cette partie qui a été déçue 100 fois auparavant, je savais à quoi m'attendre. Je ne voulais juste pas encore y croire. Le vendredi matin est arrivé avec un ciel dégagé et un air froid. Emma était réveillée avant son réveil, sautillant dans la chambre d'hôtel dans son nouvel uniforme, ses cheveux attachés en une queue de cheval serrée. Elle ressemblait à une petite guerrière. Je l'ai forcée à prendre son petit déjeuner même si elle disait que son estomac était trop noué par le trac. Des œufs brouillés et des tartines, du jus d'orange dans un gobelet en plastique. Elle y a à peine touché. Nous sommes arrivés au terrain 1 heure en avance. D'autres familles s'installaient déjà dans les gradins, dépliant des chaises de jardin, étalant des couvertures, tenant des pancartes avec le nom de leurs enfants peints en couleurs vives. L'énergie était électrique. Des parents criant des encouragements, des frères et sœurs courant partout avec des doigts en mousse, des grands-parents prenant des photos. L'équipe d'Emma s'est rassemblée près de la ligne de touche pour faire des exercices d'échauffement, se passant le ballon. L'entraîneur, une femme nommée Madame Rivera, passait en revue les tactiques, sa voix calme mais ferme. Emma ne cessait de jeter des coups d'œil vers les gradins, balayant la foule. « Est-ce qu'ils sont déjà là ?» a-t-elle demandé, accourant vers moi pendant une pause d'eau. J'ai regardé les tribunes. Je regardais les tribunes depuis 40 minutes, mes yeux parcourant chaque visage, espérant voir quelqu'un que je reconnaissais. Mais il n'y avait personne. Pas de parents, pas d'Amanda, pas de Tyler, pas de tante Linda. Pas encore, ma chérie, ai-je dit, forçant un sourire. Mais le match n'a pas commencé. Ils arriveront probablement juste avant le coup d'envoi. Elle a hoché la tête, mais je pouvais voir le doute dans ses yeux. Elle avait appris ce regard de moi. Le regard qui dit « je veux te croire, mais j'ai déjà été déçu ». Le match a commencé à 10 heures. Emma était au milieu de terrain, ses jambes s'activant, sa concentration affûtée. Elle a volé le ballon 2 fois dans les 10 premières minutes, le passant à sa coéquipière qui a marqué le premier but. La foule a explosé. J'étais debout, criant son nom, applaudissant jusqu'à ce que mes mains me brûlent. Elle s'est retournée vers moi, souriante, et je lui ai fait 2 pouces levés, mais elle ne me regardait pas. Elle regardait derrière moi, vers l'espace vide où ma famille aurait dû se trouver. La mi-temps est arrivée. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de message, pas d'appel manqué, rien. J'ai envoyé un message au groupe, et « vous êtes proche ?» Le match a commencé à 10 heures. J'ai attendu. Les petits points sont apparus, comme si quelqu'un écrivait. Puis ils ont disparu. Puis ils sont réapparus. Puis plus rien. La seconde mi-temps a commencé. Emma a joué plus fort, comme si elle essayait de distancer quelque chose. Son équipe a gagné 3-1. Au coup de sifflet final, les autres enfants ont couru vers leur famille, sautant dans les bras de leurs parents, recevant des high fives de leurs frères et sœurs, écoutant leurs grands-parents leur dire à quel point ils étaient incroyables. Emma s'est approchée de moi lentement. Son visage était rouge, son maillot collait à son dos à cause de la sueur. Je l'ai serrée dans mes bras, je lui ai dit à quel point elle avait été incroyable, à quel point j'étais fier, et elle m'a serré en retour. Mais quand elle s'est écartée, ses yeux étaient humides. « Pourquoi ils ne sont pas venus, papa ?» La question m'a frappé comme un coup de poing. Je n'avais pas de réponse. Pas de bonne réponse. Pas une réponse qui aurait du sens pour une enfant de 9 ans qui voulait juste que sa famille se soucie d'elle. Je ne sais pas, ai-je dit doucement. Peut-être qu'ils ont été pris dans les bouchons. Peut-être qu'ils ont eu un empêchement. Elle a hoché la tête, mais elle ne m'a pas cru. Elle avait cessé de me croire il y a longtemps, à chaque fois que je leur trouvais des excuses. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, j'ai essayé d'appeler mon père. Je suis tombé directement sur sa messagerie. J'ai appelé Amanda. Même chose. Tyler n'avait même pas allumé son téléphone. J'ai envoyé un autre message groupé, « Vous avez raté le match d'Emma. Elle a été incroyable. Est-ce que vous venez demain ?» Cette fois, ma mère a répondu, « Oh, Derek, je suis tellement désolé. Quelque chose est arrivé au dernier moment.
Nous n'avons pas pu venir, mais je suis sûr qu'elle a été géniale. Quelque chose est arrivé. 3 mots. C'était tout. Pas d'explication, pas d'excuse à Emma, aucune reconnaissance du fait qu'ils avaient promis d'être là et qu'ils ne s'étaient tout simplement pas présentés. J'ai fixé ce message pendant un long moment, la mâchoire serrée, les mains tremblantes. Emma a pleuré jusqu'à s'endormir ce soir-là. Pas des pleurs bruyants et dramatiques. Des pleurs silencieux. Le genre qui est pire parce que cela signifie qu'elle essaie de ne pas me déranger. Je me suis assis sur le bord de son lit, lui frottant le dos, lui murmurant que tout allait bien, qu'il l'aimait toujours, qu'ils étaient juste occupés. Mais je lui mentais et je me mentais à moi-même, car je connaissais la vérité. Il ne l'aimait pas assez pour venir, et il ne me respectait pas assez pour prendre la peine de donner une vraie excuse. Je suis resté éveillé cette nuit-là, fixant le plafond, écoutant la respiration d'Emma se stabiliser dans le sommeil. Et quelque part dans le silence, quelque chose en moi a basculé. J'en avais fini d'être celui sur qui on peut compter. J'en avais fini d'être celui qu'ils appelaient quand ils avaient besoin de quelque chose, mais qu'ils ignoraient quand j'avais besoin d'eux. J'avais fini. Le samedi et le dimanche sont passés comme dans un brouillard. Emma a joué 2 autres matchs. Son équipe a atteint les demi-finales, perdant lors d'un match serré qui a tenu tout le monde en haleine. Elle a marqué un but lors du dernier match, un tir magnifique depuis le coin qui a fini sa course dans le filet. J'ai crié si fort que j'ai cru perdre ma voix, mais les gradins autour de moi étaient toujours remplis des familles des autres, pas de la mienne. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone. J'ai arrêté d'attendre des messages. J'ai arrêté de chercher des excuses dans ma tête. Le dimanche après-midi, alors que nous chargions la voiture pour le trajet de 2 heures vers la maison, j'étais devenu complètement silencieux intérieurement. Emma était assise sur le siège passager, sa médaille autour du cou, regardant par la fenêtre. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Qu'y avait-il à dire? Quand nous sommes rentrés, j'ai déballé les affaires pendant qu'Emma montait dans sa chambre. Je l'ai entendu fermer la porte doucement. Pas de musique, pas de bruit de jeu, juste le silence. C'est là que j'ai su que le mal était fait. Ma fille avait appris la même leçon que moi enfant, qu'elle n'était pas une priorité, que les gens qui étaient censés l'aimer ne pouvaient pas prendre la peine de venir. Je me suis assis sur le canapé, mon téléphone à la main, faisant défiler les vieux messages des années de messages. Mon père demandant de l'argent pour réparer sa voiture, Amanda ayant encore besoin d'aide pour son loyer, Tyler m'envoyant des demandes Venmo avec des explications vagues, ma mère me transférant des factures qu'elle ne pouvait pas payer. Un défilement sans fin de besoins, besoins, besoins. Et à chaque fois, j'avais dit oui. À chaque fois. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai cette habitude de suivre chaque dépense, chaque transfert, chaque dollar qui quitte mon compte. C'est le comptable en moi. Je n'y peux rien. J'ai commencé à additionner les chiffres, 3 ans de soutien. Paiement de loyer, réparation de voiture, prêt d'urgence, courses, facture d'électricité, frais de scolarité, participation aux frais médicaux. J'ai tout additionné ligne par ligne, mon pouce parcourant transaction après transaction. Le total s'élevait à 67 000 $. 67 000 que j'avais dépensés, aux chambres d'hôtel que j'avais réservées, aux uniformes que j'avais achetés, aux repas que j'avais payés, et j'ai pensé au fait qu'aucun d'entre eux ne s'était montré. Pas même pour quelques heures, pas même pour dire bonjour. Je n'étais pas encore en colère. J'avais dépassé la colère. J'étais dans un état plus froid, plus calme. La colère est bruyante. La colère vous fait crier, claquer des portes et exiger des explications. Mais ce n'était pas de la colère. C'était de la clarté. J'avais passé des années à être celui sur qui on peut compter, celui qui est fiable, celui qui ne dit jamais non. Et en retour, je n'avais rien reçu. Ni respect, ni gratitude, pas même la décence élémentaire d'un coup de téléphone pour expliquer pourquoi il ne pouvait pas venir pour ma fille. J'ai pensé à Emma à l'étage, fixant probablement sa médaille, se demandant pourquoi ses grands-parents ne se souciaient pas assez d'elle pour la regarder jouer. J'ai pensé au fait que j'allais devoir lui expliquer cela, que j'allais devoir inventer une excuse qui ne ferait pas aussi mal que la vérité. Et c'est là que quelque chose a craqué en moi. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, juste un petit craquement final. Comme de la glace qui se brise sous un poids qu'elle ne peut plus supporter. Je n'allais plus chercher d'excuses. Ni pour eux, ni pour Emma, et certainement pas pour moi-même.
J'ai ouvert mon application de notes et j'ai commencé à faire une liste, chaque compte auquel ils avaient accès, chaque paiement automatique que j'avais configuré pour eux, chaque mot de passe partagé, chaque lien financier. J'ai tout noté, mes doigts bougeant vite, mon esprit vif et concentré. Je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire, mais je savais une chose avec certitude, j'en avais fini d'être leur guichet automatique. J'en avais fini d'être invisible. Et j'en avais fini de prétendre qu'être celui sur qui on peut compter signifiait quoi que ce soit pour des gens qui ne me voyaient que comme une ressource. Le silence dans l'appartement semblait différent maintenant. Il n'était pas triste. Il n'était pas vide. Il attendait. Il attendait que je fasse un choix. Je l'avais déjà fait. Lundi matin, j'ai déposé EM à l'école et je suis allé directement au travail. Mais mon esprit n'était pas aux feuilles de calcul ou aux déclarations de revenus. Il était sur la liste que j'avais faite la nuit précédente. Pendant ma pause déjeuner, je l'ai ouverte sur mon téléphone et j'ai commencé à la traiter, un élément à la fois. D'abord, j'ai changé tous mes mots de passe, mon compte Netflix, que toute ma famille utilisait, mon abonnement Hulu, mon Amazon Prime, mon Spotify, mon forfait téléphonique où Amanda et Tyler figuraient comme lignes supplémentaires. J'ai passé en revue chaque service partagé et je les ai exclus. Cela m'a pris 40 minutes. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais efficace. Ensuite, j'ai appelé ma banque. J'ai dit que je devais retirer les utilisateurs autorisés de mon compte chèque. Mon père y figurait depuis des années, un vestige de l'époque où je l'avais aidé à configurer des paiements de factures automatiques. Le représentant m'a demandé si j'étais sûr, et j'ai dit oui, j'étais très sûr. Cela a pris 10 minutes. Ils l'ont retiré, tout simplement. Ensuite, je me suis connecté à mon système de paiement automatique. L'hypothèque de mes parents, je ne payais pas tout, juste $600 par mois pour les aider à garder la tête hors de l'eau, je l'ai annulé. L'assurance auto d'Amanda annulée. La facture de téléphone de Tyler annulée. J'ai descendu la liste en cliquant sur annuler, annuler, annuler. Chaque clic semblait m'enlever un poids des épaules. Au moment où je suis rentré chez moi ce soir-là, j'avais systématiquement coupé chaque ligne de soutien financier que je maintenais depuis des années. Absolument toutes. Je n'ai pas envoyé de message. Je n'ai pas appelé pour expliquer. Je l'ai fait discrètement, proprement, de la même manière qu'on ferme un robinet qui coule depuis trop longtemps. Emma était chez une amie pour jouer. J'étais assis à ma table de cuisine, mon ordinateur portable ouvert, révisant mon travail. J'ai tout documenté, capture d'écran des confirmations d'annulation, horodatage, numéro de compte. J'ai tout enregistré dans un dossier intitulé Archives soutien familial. Puis j'ai fait une sauvegarde sur le cloud. Mon téléphone a vibré. Un message d'Amanda, et « Pourquoi Netflix ne marche pas ?» J'ai fixé le message. 3 ans à payer son loyer et la première fois qu'elle m'envoie un message, c'est pour se plaindre de Netflix. Je n'ai pas répondu. J'ai juste posé mon téléphone face contre terre sur la table et je suis retourné à mon ordinateur. 10 minutes plus tard, un autre message. Tyler cette fois, et « Mon service de téléphone a été coupé. » Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas répondu à celui-là non plus. Puis mon père a appelé. J'ai laissé sonner. Il a rappelé. Messagerie. La 3e fois, j'ai décroché. Derek, qu'est-ce qui se passe bordel? Je viens de recevoir un appel de la banque disant que j'ai été retiré de ton compte. Sa voix était tranchante, irritée. Pas inquiète, pas désolée. Juste irritée que son accès à mon argent ait été coupé. Oui, ai-je dit calmement. J'ai fait quelques changements sur mes comptes. Des changements sans m'en parler? J'ai des factures configurées sur ce compte. Alors je suppose que tu devras les configurer sur ton propre compte maintenant. Il y a eu un silence. Je pouvais l'entendre respirer cette respiration lourde qu'il a quand il essaie de contrôler son tempérament. C'est à cause du tournoi? Parce qu'on a expliqué, Derek, on a eu des empêchements. Des empêchements, ai-je répété d'une voix monocorde. C'est ça. Ne sois pas dramatique. On se rattrapera auprès d'Emma. On l'emmènera dîner ou quelque chose comme ça. Dîner. Il n'avait pas pu se déplacer pour les 3 jours de l'événement le plus important de sa vie, mais il se rattraperait avec un dîner. Ne t'embête pas, ai-je dit. Je m'en occupe. Derek, allez. Ne sois pas comme ça. On est une famille.
Oui, ai-je dit doucement. On l'est. J'ai raccroché. Mon téléphone a recommencé à vibrer immédiatement. Des messages de ma mère, d'Amanda, de Tyler. Tous confus, tous exigeant des explications. J'ai éteint mon téléphone complètement. L'appartement était redevenu calme, mais cette fois le silence ne semblait pas lourd. C'était comme le calme avant quelque chose d'inévitable, comme le moment juste avant qu'une tempête n'éclate. J'avais lancé la cascade, et rien ne pouvait l'arrêter maintenant. Mercredi soir, mon père s'est présenté à mon appartement. Je ne l'avais pas invité. Je ne savais même pas qu'il venait avant d'entendre frapper à la porte. Emma était à l'étage en train de faire ses devoirs. J'ai ouvert la porte pour le trouver là, la mâchoire serrée, les bras croisés. « Il faut qu'on parle » a-t-il dit. « De quoi » ai-je demandé, sans bouger du pas de la porte. « Tu sais très bien de quoi. Tu nous as tous coupés. L'assurance auto d'Amanda a expiré. Le téléphone de Tyler est coupé. Ta mère panique parce qu'elle pense que tu fais une sorte de dépression. Je ne fais pas de dépression, ai-je dit calmement. Je ne paie juste plus pour vos vies. Il m'a regardé comme si j'avais parlé une langue étrangère. Plus payer pour nos vies? Derek, on est ta famille. On t'a toujours soutenu. Le rire qui est sorti de moi était sec et sans humour. Soutenu? Quand? Quand m'avez-vous déjà soutenu? On t'a élevé. On t'a donné un foyer. Vous m'avez donné un rôle, ai-je interrompu. Celui sur qui on peut compter. Le portefeuille. Celui qu'on appelle quand on a besoin d'argent et qu'on ignore quand j'ai besoin que vous soyez juste présent. Son visage a rougi. C'est à cause du tournoi? Seigneur, Derek, on s'est déjà excusé. Non, vous ne l'avez pas fait. Maman a envoyé un message qui disait quelque chose est arrivé. Ce n'est pas une excuse. C'est du mépris. Des choses sont arrivées. J'avais une réunion. Ta mère avait je m'en fiche, ai-je dit, et les mots me semblaient si nets, si définitifs. Je m'en fiche de ce qui est arrivé. Vous aviez promis à Emma que vous seriez là. Elle a 9 ans et elle a passé 3 jours à vous chercher dans les gradins. Est-ce que tu sais ce que ça lui a fait? Il a piétiné sur place, mal à l'aise maintenant. On se rattrapera auprès d'elle. Avec quoi? Un dîner? Une carte cadeau? Tu penses que c'est la même chose que d'être présent? Tu es déraisonnable. On ne peut pas tout lâcher à chaque fois. Je ne vous demande pas de tout lâcher, ai-je dit d'une voix plus froide. Je vous demande de faire ce que vous aviez promis. Mais vous ne l'avez pas fait. Alors maintenant, j'ai fini. Fini. Il a prononcé le mot comme s'il n'avait aucun sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne suis plus votre banque. Ça veut dire que je ne paie plus votre hypothèque, ni le loyer d'Amanda, ni la facture de téléphone de Tyler. Ça veut dire que vous devez vous débrouiller seul. Son visage s'est durci. Tu ne peux pas faire ça. On a des factures. On a des responsabilités. J'ai fini sa phrase, oui, moi aussi. Et ma responsabilité est envers Emma, pas envers vous. Il y a eu un long silence. Il est resté là à me fixer comme si je l'avais trahi, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Tu fais une erreur, a-t-il dit finalement. La famille ne tourne pas le dos à la famille. Tu as raison, ai-je dit. C'est vrai. J'ai fermé la porte. Pas un claquement. Juste un petit clic final. Je l'ai entendu rester là un moment. Je l'ai entendu marmonner quelque chose entre ses dents. Puis des bruits de pas. Puis sa voiture qui démarre. Puis le silence. Je me suis appuyé contre la porte, le cœur battant. La voix d'Emma m'a appelé depuis l'étage. Papa, c'était qui? Personne d'important, ai-je répondu. Et pour la première fois de ma vie, je le pensais vraiment. Mon père n'était pas important. Aucun d'entre eux ne l'était. Plus maintenant. Parce qu'ils avaient prouvé à maintes reprises que je n'étais pas important pour eux. Je suis retourné à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté mon compte bancaire. Les paiements automatiques étaient toujours annulés. Les mots de passe étaient toujours changés. L'accès était toujours révoqué. J'avais tracé une ligne, et je ne ferai pas marche arrière. Mon téléphone a vibré. Un message de groupe de ma mère, Derek, s'il te plaît, parlons-en.
Nous pouvons trouver une solution. J'ai supprimé le message sans répondre. Il n'y avait aucune solution à trouver. J'avais passé des années à espérer qu'il change, à espérer qu'il me voie comme autre chose qu'un distributeur automatique. Mais l'espoir coûte cher, et j'avais fini de payer pour cela. La tempête que je sentais venir était là maintenant, et je me tenais en plein centre, totalement calme. Le jeudi matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 34 messages non lus. Je n'en ai vérifié aucun. Au lieu de cela, j'ai préparé le petit déjeuner pour Emma, j'ai fait son panier repas et je l'ai conduite à l'école. Elle m'a demandé si grand-mère était fâchée contre moi parce que, apparemment, ma mère avait appelé sur sa tablette la veille au soir, en pleurant. Emma avait entendu toute la conversation à travers la porte de sa chambre. Grand-mère est contrariée, ai-je dit prudemment. Mais ce n'est pas de ta faute, et ce n'est pas quelque chose dont tu dois t'inquiéter. Est-ce parce qu'ils ne sont pas venus à mon tournoi? Les enfants sont plus intelligents qu'on ne le pense. J'ai serré le volant plus fort. Oui, et aime. C'est pour ça. Elle a hoché la tête lentement. Est-ce que tu vas leur pardonner? Je l'ai regardée dans le rétroviseur. Elle regardait par la fenêtre, son sac à dos sur les genoux, sa voix était toute petite. Je ne sais pas encore, ai-je répondu honnêtement. Elle n'a rien dit d'autre. Quand je l'ai déposée, elle m'a serré dans ses bras un peu plus longtemps que d'habitude avant de courir dans l'école. Je suis resté assis sur le parking pendant quelques minutes, la regardant disparaître par les portes. Ensuite, je suis allé au travail, mais je ne suis pas allé à mon bureau. Je suis allé dans la salle de conférence, j'ai verrouillé la porte et j'ai étalé tous les documents financiers que j'avais, relevés bancaires, reçus de transfert, chèques annulés, confirmation de paiements automatiques et capture d'écran de messages textuels. Je collectais ces données depuis des années sans même m'en rendre compte. Tout était là, chaque dollar que je leur avais envoyé, chaque promesse qu'ils avaient rompue, chaque fois qu'ils avaient demandé de l'aide puis disparu jusqu'à ce qu'ils aient besoin d'autre chose. J'ai créé un tableur avec 4 colonnes, date, montant, bénéficiaire, objet. Je suis remonté 3 ans en arrière, ligne par ligne, transaction par transaction. Mon père, 22 000 $, aide à l'hypothèque, réparation de voiture, facture médicale. Amanda, 28 000 $, loyer, service public, dette de carte de crédit, prêts étudiants. Tyler, 17 000 $, facture de téléphone, paiement de voiture, caution pour cette conduite en état d'ivresse l'année dernière que j'avais discrètement couverte. Le total était de 67 000 $. J'ai fixé ce chiffre pendant un long moment. 67 000 $. De l'argent que j'avais gagné, de l'argent que j'avais économisé, de l'argent que j'aurais pu utiliser pour l'avenir d'Emma. Et je l'avais simplement donné, encore et encore, parce qu'il le demandait, parce que je pensais que c'est ce que faisait une famille. Mais une famille est aussi présente. Une famille dit aussi « merci ». Une famille ne fait pas pleurer une enfant de 9 ans parce qu'elle n'a pas pris la peine de conduire 2 heures. J'ai tout imprimé des copies papier, 2 exemplaires, un pour moi, un pour mon avocat car j'avais le sentiment que cela n'allait pas rester silencieux longtemps. Le vendredi après-midi, ma mère s'est présentée à mon bureau. Je l'ai vue à travers la porte vitrée parler à mon assistante. Mon assistante avait l'air mal à l'aise, me jetant des coups d'œil, ne sachant manifestement pas quoi faire. Je lui ai fait signe d'entrer. Ma mère est entrée avec les yeux rouges et un sourire crispé, celui qu'elle utilise lorsqu'elle essaie de me culpabiliser pour obtenir quelque chose. Derek, nous devons parler. Je travaille, ai-je dit, sans lever les yeux de mon ordinateur. C'est plus important que le travail. Ton père est hors de lui. Amanda est terrifiée à l'idée de perdre son appartement. Tyler est un homme adulte qui peut payer sa propre facture de téléphone, ai-je terminé. Elle a tressailli. Cela ne te ressemble pas, non, ai-je acquiescé. En effet. Parce que d'habitude, je dis simplement oui et je prétends que cela ne me dérange pas, nous ne voulions pas te blesser, Derek, ni Emma. Des imprévus sont arrivés. Je sais que tu l'as déjà dit, ai-je répondu sèchement. Elle s'est assise en face de moi, les mains jointes sur ses genoux. Qu'est-ce que tu attends de nous? Des excuses? Très bien. Je suis désolé. Nous sommes tous désolés. Pouvons-nous passer à autre chose maintenant? Je l'ai enfin regardée. J'ai réalisé quelque chose, elle n'était pas désolée. Pas vraiment. Elle était désolée que j'ai coupé l'argent. C'est tout. C'était un inconvénient pour elle.
Une perturbation. Je veux que tu partes, ai-je dit calmement. Son visage a pâli. Derek. Pas, maman. J'ai du travail. Elle s'est levée lentement, la bouche entr'ouverte comme si elle voulait dire autre chose, mais elle ne l'a pas fait. Elle est simplement sortie, ses talons claquant sur le carrelage. Je l'ai regardé partir à travers la vitre, je l'ai vu s'essuyer les yeux dans le couloir, je l'ai vu disparaître dans l'ascenseur. Puis je suis retourné à mon tableur. J'avais encore du travail. Le samedi soir, tout était organisé. Chaque reçu, chaque preuve, chaque paiement annulé. Tout était là dans un dossier rouge sur la table de ma cuisine, simplement étiqueté « Soutien familial 2022 à 2025 ». Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire, mais je savais que j'en aurais besoin parce que la cascade que j'avais déclenchée n'était que le début, et que la tempête allait devenir bien plus violente. Le dimanche soir, Emma dormait à l'étage, sa veilleuse projetant des ombres douces sur son mur. J'étais dans la cuisine en train de ranger après le dîner quand mon téléphone a vibré. Un message de groupe de mon père, voyage de ski en famille, du 10 au 14 janvier. Chalet de luxe à Aspen. 2300 $ par personne. J'ai besoin que tout le monde fasse le transfert aujourd'hui pour que je puisse réserver. Aucune exception. J'ai fixé l'écran. Je l'ai relu. Puis encore une fois. Un voyage de ski en famille. 5 jours à Aspen. 2300 $ par personne. Transfert requis avant ce soir. Et pas un seul mot sur le tournoi d'Emma. Pas une seule reconnaissance du fait qu'ils avaient manqué le week-end le plus important de son année. Juste une demande d'argent. Une autre facture que j'étais censé payer. Le chat de groupe a commencé à s'illuminer. Amanda a envoyé un emoji de ski. Tyler a répondu « J'en suis ». Ma mère a écrit « Ça va être tellement amusant. J'ai hâte ». J'ai regardé le message pendant un long moment. Puis j'ai ouvert mon application bancaire, je suis allé sur l'écran de transfert et j'ai tapé le numéro de compte de mon père. Dans le champ du montant, j'ai tapé $1. Dans la ligne de commentaires, j'ai écrit « Ma contribution ». J'ai appuyé sur envoyer. 3 secondes plus tard, mon téléphone a explosé. Les messages ont afflué. Mon père a appelé immédiatement, je n'ai pas répondu. Il a rappelé. Encore et encore. Amanda a commencé à envoyer des textos, « Derek, c'est quoi ce bordel? Tu es sérieux, là? C'est tellement puéril. » Le message de ma mère est arrivé ensuite, « Derek, ce n'est pas drôle. Nous avons besoin de cet argent ce soir. Le chalet exige un dépôt. » J'ai retourné mon téléphone face contre terre et j'ai continué à faire la vaisselle, mais mes mains tremblaient. Pas de peur, mais de quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à du pouvoir. 10 minutes plus tard, des phares ont illuminé mon allée. Puis d'autres phares. J'ai regardé par la fenêtre. 2 voitures, le SUV noir de mon père et la berline d'Amanda. Ils s'étaient garés de travers, comme s'ils étaient pressés. Les portières ont claqué. Des bruits de pas sur mon porche. On martelait ma porte. J'ai séché mes mains lentement, j'ai plié la serviette et j'ai marché vers la porte. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je suis resté là à les écouter se disputer dehors. Il fait ça exprès. Il a perdu la tête. Nous devons lui faire comprendre. J'ai ouvert la porte. Mon père avait le visage rouge, son poing encore levé pour frapper à nouveau. Amanda se tenait derrière lui, les bras croisés, son expression oscillant entre la colère et la panique. Nous devons parler, a dit mon père, en me dépassant pour entrer dans la maison. Non, ai-je dit calmement. Vous devez partir. Je ne partirai pas tant que tu n'auras pas expliqué ce que tu crois être en train de faire. $1? Tu te moques de nous? Je contribue à ce que je pense que ce voyage vaut, ai-je dit. Amanda s'est avancée. Derek, on a compris. Tu es en colère, mais c'est ridicule. Tu ne peux pas simplement. Ne peux pas simplement quoi, ai-je interrompu. Ne peux pas simplement arrêter de payer pour vos vies? Ne peux pas simplement dire non? Ne peux pas simplement attendre de vous que vous soyez présent pour ma fille? Nous avons expliqué ça, a crié mon père. Des imprévus sont arrivés. Quels imprévus, ai-je crié en retour, et la force de ma voix nous a tous surpris. Les bruits de pas d'Emma ont craqué à l'étage. J'ai baissé la voix.
Qu'est-ce qui était si important que vous ne pouviez pas venir pendant 3 jours? Quelle réunion? Quelle urgence? Quelle excuse avez-vous qui vaut plus que le bonheur de ma fille? Silence. La mâchoire de mon père travaillait. Amanda regardait le sol. Ma mère, qui venait d'entrer derrière eux, avait les larmes aux yeux. Nous pensions juste. Nous pensions, a commencé ma mère. Vous pensiez que je serais toujours là, ai-je terminé. Vous pensiez que je dirais toujours oui. Vous pensiez que je continuerais à payer, à vous soutenir et à me plier en 4 pendant que vous faisiez tout ce que vous vouliez. Et vous avez raison. Je l'ai fait, pendant des années. Mais plus maintenant. Derek, s'il te plaît, a dit ma mère, la voix brisée. Nous sommes une famille. La famille est présente, ai-je dit doucement. La famille dit merci. La famille ne vous traite pas comme un distributeur automatique pour ensuite en demander plus. C'est alors que le visage de mon père a changé. La colère s'est muée en quelque chose de plus froid. Très bien, a-t-il dit. Si c'est comme ça que tu le veux, très bien. Mais tu vas le regretter, Derek. Nous nous débrouillerons sans toi. Comment ça, ai-je demandé. Comment vas-tu gérer le paiement de ton hypothèque que je couvrais? Annulé. L'assurance auto d'Amanda? Annulé. Le téléphone de Tyler? Annulé. Chaque paiement automatique, chaque abonnement, chaque compte partagé, tout. Annulé. Le visage d'Amanda a pâli. Tu n'as pas fait ça. Si, ai-je dit. Lundi dernier. Vous êtes coupé depuis une semaine. Vous ne vous en êtes juste pas rendu compte avant d'avoir à nouveau besoin de quelque chose de ma part. Mon père s'est approché, sa voix devenant dangereuse. Tu vas annuler tout ça immédiatement. Non, ai-je dit. Je ne le ferai pas, Derek, je suis sérieux. Tu vas le faire, ou sinon quoi? Ou sinon quoi, ai-je interrompu. Tu vas me renier? Me chasser de la famille? Vas-y. Tu as déjà prouvé que je n'en faisais pas vraiment partie de toute façon. C'est à ce moment-là que la lumière bleue a commencé à clignoter dehors. Nous nous sommes tous retournés. Par la fenêtre, je pouvais voir une voiture de police entrer dans mon allée, les gyrophares tournant lentement, projetant des ombres étranges sur la pelouse. Le visage de mon père s'est vidé de ses couleurs. Que as-tu fait? A chuchoté Amanda. Je n'ai rien fait, ai-je dit. Mais je pense que quelqu'un est sur le point de découvrir ce que vous avez fait. Parce qu'il y a 3 jours, j'avais déposé un rapport de fraude auprès de ma banque pour le compte d'investissement conjoint, celui que mon père avait ouvert à mon nom quand j'avais 18 ans, celui qu'il gérait depuis lors, celui qui était censé contenir 50 000. De l'argent provenant d'un héritage que ma grand-mère m'avait laissé. De l'argent provenant des dividendes et des intérêts composés sur 20 ans. De l'argent dont mon père ne m'avait jamais parlé. De l'argent qu'il traitait comme son propre fonds de retraite. L'officier a frappé à la porte. J'ai ouvert. Derek Morrison? A-t-il demandé. C'est moi, ai-je dit. Nous avons reçu votre rapport. Nous devons parler à, il a regardé mon père, Richard Morrison. La main de mon père s'est mise à trembler. Amanda a reculé vers la porte. Ma mère est restée là, pétrifiée. Je suis Richard Morrison, a dit mon père, d'une voix à peine audible. L'officier a hoché la tête. Monsieur, je vais avoir besoin que vous veniez au poste pour répondre à quelques questions concernant l'accès non autorisé à un compte d'investissement sécurisé. La pièce est devenue silencieuse. Mon père m'a regardé, les yeux grands ouverts, le visage livide. Derek, a-t-il dit. S'il te plaît, ne fais pas ça. C'est toi qui as fait ça, ai-je dit doucement. J'ai juste arrêté de faire semblant de ne pas savoir. L'officier a escorté mon père dehors. Amanda et ma mère ont suivi, toutes deux sous le choc, sans dire un mot. Je me suis tenu sur le seuil, regardant la lumière bleue tourner, regardant mon père s'asseoir à l'arrière de la voiture de police, regardant 20 ans de dépendance et d'exploitation prendre enfin fin. Emma est apparue en haut des escaliers, se frottant les yeux. Papa, qu'est-ce qui se passe? J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée et j'ai éteint la lumière du porche. Rien, ma puce, ai-je dit. Retourne te coucher. Elle m'a regardé un instant, puis a hoché la tête et a disparu dans sa chambre. Je suis resté dans le couloir sombre à écouter la voiture de police s'éloigner, à écouter le silence revenir. Et pour la première fois de toute ma vie,
je me suis senti libre. 3 mois plus tard, la poussière est enfin retombée. Mon père a été accusé de fraude. L'enquête a révélé qu'il s'était servi dans le compte d'investissement pendant 5 ans, prélevant des sommes qu'il avait déclarées comme frais de gestion sur des documents que je n'avais jamais vus. Le procureur lui a proposé un accord, restitution, mise à l'épreuve et retrait permanent de tout compte financier lié à moi. Il a accepté. Je n'ai pas assisté à l'audience. Je n'en avais pas besoin. Amanda a perdu son appartement. Elle a dû retourner vivre chez mes parents, ce qui a dû être une expérience humiliante pour tout le monde. Tyler a récupéré son téléphone, mais seulement après avoir trouvé un emploi et commencé à le payer lui-même. J'ai appris par un ami commun qu'il me reprochait d'avoir abandonné la famille. Je n'en ai pas perdu le sommeil. Ma mère a essayé de reconstruire la relation. Elle a envoyé de longs courriels, des lettres par la poste et des messages vocaux que j'ai écoutés une fois avant de les supprimer. Elle voulait expliquer, s'excuser, me faire comprendre qu'il n'avait jamais voulu me blesser. Mais le problème n'était pas de savoir s'il voulait me blesser, le problème était qu'il ne s'en souciait pas assez pour arrêter. J'ai fini par bloquer leur numéro pas par colère, juste par nécessité. Parce que chaque message était une nouvelle tentative de m'aspirer dans une dynamique qui m'avait presque détruit, et je ne pouvais pas me permettre d'y retourner. Pas pour moi, et certainement pas pour Emma. Emma, de son côté, s'est épanouie. Elle a intégré l'équipe de football d'élite au printemps. Cette fois, quand le tournoi est arrivé, je n'ai invité personne. Je n'ai pas envoyé de message de groupe et je n'ai pas espéré un soutien qui ne viendrait jamais. J'ai juste fait nos valises, réservé un hôtel et je l'y ai emmené moi-même. Et vous savez quoi? Elle n'a pas posé de questions sur eux, pas une seule fois. Elle a appris la même leçon que moi, la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de savoir qui est présent. Et les personnes qui avaient été présentes pour elle étaient son entraîneur, ses coéquipières et moi. Nous avons trouvé un nouveau rythme normal. Des soirées pizza le vendredi, l'entraînement de foot le samedi matin, les après-midi au parc le dimanche. C'était modeste. C'était calme. Mais c'était à nous. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de porter le poids des attentes de tous les autres. J'ai transféré les 340 000 $ du compte d'investissement conjoint vers un fonds fiduciaire pour Emma. L'université, une maison un jour tout ce dont elle aurait besoin, c'était à elle maintenant, et non plus un plan de retraite secret que mon père avait thésaurisé. J'ai quand même gardé le dossier rouge, celui avec tous les reçus, toutes les preuves, toute la documentation de 20 ans d'exploitation. Je n'en avais plus besoin, l'affaire judiciaire était terminée. Mais je l'ai gardé comme rappel. Un rappel qu'être fiable ne signifie pas être un paillasson. Que dire non n'est pas égoïste. Que se protéger soi-même et sa fille n'est pas une trahison. Un soir, environ 4 mois après tout cela, Emma et moi étions assis sur le canapé en train de regarder un film. Elle s'est appuyée contre moi, sa tête sur mon épaule, sa médaille du tournoi d'État toujours accrochée au mur derrière nous. « Papa » a-t-elle dit doucement. « Oui. »« Es-tu heureux ?» La question m'a pris au dépourvu. J'y ai réfléchi un instant. Étais-je heureux? J'avais perdu ma famille. J'avais coupé les ponts que j'avais passé toute ma vie à essayer de maintenir. J'avais tourné le dos à des gens dont je pensais autrefois ne pas pouvoir me passer. Mais je ne me réveillais pas non plus chaque matin en redoutant la prochaine demande d'argent. Je ne passais pas mes nuits à chercher des excuses pour des gens qui ne me respectaient pas. Je ne me sentais plus invisible. Oui, et ai-je dit, en la serrant un peu plus fort. Je le suis. Elle a souri. Moi aussi. Et c'était tout. C'était le moment où j'ai su que j'avais fait le bon choix. Pas parce que je m'étais vengé, pas parce que je les avais fait payer, mais parce que je m'étais enfin choisi. Et en faisant cela, je l'avais choisi, elle. Nous avons fini le film. Je l'ai bordé dans son lit. Et quand je suis redescendu, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai supprimé le chat de groupe. Pas de message d'adieu dramatique. Pas de dernier mot. Je me suis simplement retiré de la conversation et j'ai fermé l'application. Parce que certaines histoires n'ont pas besoin d'une fin bruyante. Parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est simplement de s'en aller. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis parti, et je n'ai jamais regardé en arrière.